Ok. Alors, merci beaucoup d'être là cet après-midi et d'être venu pour cette table ronde. Quels imaginaires pour dépasser l'éco-anxiété? Alors, je vais commencer, avant qu'on donne la parole aux intervenants et intervenantes, à poser un peu le contexte, même si je pense que beaucoup de gens dans la salle le connaissent déjà. Donc, vous le savez, aujourd'hui, on est à 6 limites planétaires sur 9 dépassées. La semaine dernière, celle du cycle de l'eau, qui elle aussi a été dépassée, donc l'eau qui coule dans les nappes phréatiques, dans les fleuves. Et pourtant, notre monde économique et politique en général, notamment en France, continue la même politique assez productiviste. Bon, sur la question de l'eau, vous connaissez tous l'enjeu des méga-bassines, où on va aller vers ces réceptacles artificiels, ce qui ne va pas du tout arranger la situation de nos sols. Moi, à titre personnel, pendant mes études, j'étais allé en Iran. Et en Iran, il faut savoir qu'au sud du pays, l'été, il y a des manifestations assez violentes à cause de ces questions d'eau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu l'histoire qui arrive ici, c'est-à-dire c'est un mélange de dérèglement climatique et de mauvaise gestion de l'eau par le gouvernement qui a aussi créé un peu comme ça des étangs artificiels, qui a fait bifurquer des fleuves, etc. Donc on va un peu du même côté. Alors sur le reste des indicateurs environnementaux, c'est à peu près pareil. 75% de nos sols ont déjà été dégradés par l'activité humaine. On a une pollution plastique qui se retrouve aujourd'hui même au sommet des montagnes. Et il y a la désagréable impression, en tout cas pour les gens qui sont engagés dans l'écologie, qu'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas d'actions fortes qui sont faites au niveau du monde économique comme politique. Alors je vais me permettre de dire un mot aussi sur l'enjeu social, parce que pour moi c'est impossible de parler d'écologie sans parler de social. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une précarisation quand même d'une partie de la société française et que par exemple il y a 300 000 personnes qui dorment dans la rue, alors même que des méga-fortunes continuent de grandir. Donc c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la responsabilité est toujours la même, c'est dû à cette recherche aveugle de croissance économique qui prend en compte le capital financier et non pas évidemment les enjeux sociaux et humains. Et notamment cette situation de crise se ressent au niveau des individus, notamment par ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors bon, c'est l'idée d'avoir peur par rapport au dérèglement climatique, mais plus généralement, on peut l'étendre à l'ensemble des enjeux écologiques. Et du coup, je me suis replongé un peu dans certains articles pour préparer la table ronde, et notamment Reporter, qui a fait pas mal d'articles là-dessus. Et donc, j'ai repris quelques petits témoignages qu'ils avaient écrits, donc je vous les lis. Un premier témoignage de Jinko, bon, c'est un nom d'emprunt, 15 ans. Donc elle a dit « Je suis éco-anxieuse parce que je vois que j'ai beau m'acharner à sauver le monde, il y a toujours ces gens là-haut qui nous dirigent et qui nous manipulent, qui détruisent sans pitié le monde avec pour seul moteur l'argent et la croissance et qui vraisemblablement ne s'arrêteront pas. J'ai peur qu'on n'y arrive pas, peur que demain la vie soit un enfer entre les guerres, les famines, les sécheresses, les inondations et la disparition de la vie. » Alors j'ai noté aussi un autre témoignage, celui de Marina, 19 ans. Je suis engagée depuis 3 ans dans le mouvement écologiste. L'éco-anxiété est arrivée avec. J'en souffre régulièrement. L'état dans lequel nous laissons entrevoir notre futur n'est pas acceptable. Il m'arrive parfois de me dire que se battre ne sert plus à rien, qu'il faut abandonner et arrêter de donner de l'énergie pour un combat déjà perdu. Donc on voit quand même que cette montée de l'éco-anxiété est d'une certaine manière rendue plus forte par la société néolibérale dans laquelle on est, où souvent on va essayer de culpabiliser les individus en disant que c'est de leur responsabilité au lieu de s'attaquer à des enjeux plus systémiques. Et ça, c'est quelque chose qu'avec mon association Alter Capitae, qui milite pour la décroissance, on essaie de montrer qu'il faut s'attaquer à des questions plutôt systémiques que forcément aller culpabiliser les comportements individuels qui certes sont importants, mais qui ne sont pas non plus le cœur de la réponse à apporter. Et notamment, il y a Frédéric Lordon qui en a beaucoup parlé, donc je ne sais pas si vous savez un peu ce qu'il a dit sur le sujet, mais il a dit que finalement, alors les intervenants pourront remettre ça en cause, parce que c'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde, mais que l'éco-anxiété, c'était aussi d'une certaine manière une construction médiatique. On pourrait reparler de l'anxiété en disant « Ah, regardez, c'est l'anxiété, etc. » Alors que finalement, on sait quand même quels sont les facteurs de destruction du vivant, et qu'on devrait plutôt être éco-furieux, finalement, et passer à l'action à travers cette prise de conscience collective et politique, qui est quand même plus mobilisatrice que simplement rester seul. Et c'est un peu ce que dit Lordon, et ça j'aime beaucoup. Et donc finalement, il dit qu'il ne faut pas soigner les individus, mais le système qui est malade. Et c'est ça qu'on va se demander aujourd'hui, en se demandant voilà, quels sont les horizons collectifs positifs pour essayer de transcender ces craintes. Et je pense que c'est important qu'on le traite ici pour la première édition du festival Anticipation, qui essaye, et c'est ce que montre la table ronde, de faire dialoguer des gens venus d'horizons différents, que ce soit du monde de l'art,
du monde de militants ou du monde de la recherche pour essayer de trouver des solutions et aussi de s'adresser finalement à la partie sensible qu'il y a chez les individus, parce que les rapports du GIEC, il faut les connaître, mais ce n'est pas forcément ça qui va les convaincre, qui va les mobiliser, et c'est là que l'art trouve toute sa place. Et pour parler de ces sujets, j'ai avec moi 4 personnes tout à fait disposées à le faire. Valérie Martin, chef de mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Bonjour Valérie. Magali Payen, fondatrice de On est prêt et de Imagine 2050, donc qui réfléchissent beaucoup sur ces enjeux. Maxime Richer, qui est artiste photographe. Et enfin, Tanguy Deschamps, enseignant, conférencier et aussi auteur, alors j'ai le droit de le dire, d'un livre qui va sortir en janvier 2024, Vivre avec l'écolucidité, dont on peut quand même se douter qu'il va répondre à certaines questions qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, on va faire 3 parties. Une première partie sur le concept d'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est, quelle est notre première compréhension de la chose. Une partie sur comment mobiliser face à cette éco-anxiété. Et finalement, une dernière partie sur finalement comment, au niveau de la société, on peut s'en saisir. Et puis on terminera par un moment de questions-réponses. Voilà, on essaiera de garder le plus de temps possible pour ça, même si je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur le reste. Alors, pour la première partie, donc, comment comprendre ce concept? J'aimerais me tourner vers Valérie Martin pour ça. Donc vous êtes une spécialiste de la mobilisation citoyenne. Et comment vous analysez cette montée de l'éco-anxiété, particulièrement chez les jeunes, et quel est le lien finalement avec le consumérisme, donc l'idée finalement qu'on nous rabâche depuis des années, comme quoi le bonheur, ce serait grâce à l'acte d'achat. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Pour essayer de donner déjà des éléments de réponse, il y a une chose, je pense, qui est importante, il ne faut pas généraliser. Les jeunes, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais ce n'est pas un ensemble unique. Deuxièmement, l'éco-anxiété, c'est peut-être pas le meilleur des termes, et on va parler aussi avec de l'étude que nous avons faite sous l'égide de On est prêt, dirigée par Magali, et qui s'appelle Tu flippes, et qui nous le démontre fortement. Côté ADEME, donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une agence d'État qui est placée sous la triple tutelle du ministère de la Transition écologique, de la Transition énergétique et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons fait une étude sur la question de l'intergénérationnel, avec 2 volets. Un volet dédié aux juniors. Alors les juniors, c'est pour être gentil, c'est les 55-75 ans. Tous ceux qui sont concernés apprécieront le vocable. Et puis une autre partie, un autre volet sur les jeunes. Et je vous ai apporté un certain nombre d'informations et surtout de chiffres, parce que comme ça va nous permettre de repositionner les choses. D'abord, les jeunes générations, elles sont très conscientes. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on utilise ce terme de conscient. D'ailleurs, dans l'étude Tu flippes, on démontre bien qu'il y a 75% des jeunes qui se déclarent avant tout comme éco-inquiets et donc 20% qui se déclarent comme éco-conscients. D'accord ? Néanmoins, il y a une grande partie donc, des jeunes qui se déclarent éco-conscients. Ils se placent tout de suite à un niveau beaucoup plus global et ils parlent non pas de la météo, mais ils parlent des phénomènes qu'ils constatent. On va en parler tout à l'heure, tout ce qui va concerner les méga-feux, ils vont parler de sécheresse, ils vont parler de chaleur, etc. Mais ils ont un sentiment surtout de fatalité. Et ça, c'est ça qui, pour moi, c'est absolument le plus atroce. Parce que, alors que ils sont si jeunes, et déjà, on a l'impression qu'il n'y a plus de perspective. On est fataliste. L'appréhension d'un monde qui va mal et que, de toute façon, on ne peut rien y faire. Et que, en l'occurrence, eux ne peuvent rien y faire. Donc on a déjà quelque chose qui, je pense, est extrêmement intéressant. Ensuite, à 75%, ils s'estiment engagés par rapport aux générations précédentes. Néanmoins, quand on les interroge un peu plus précisément sur cette notion d'engagement, ils admirent beaucoup tous ceux qui sont engagés, mais vraiment beaucoup. Hein. Vous voyez, genre, c'est top ce qu'ils font. Mais moi, j'ai licorne ou j'ai piscine. Parce que là-dessus, on fait surtout des éco-gestes. Et les éco-engagés sont déjà beaucoup moins nombreux. Ceci peut aussi expliquer cela par rapport à ce phénomène d'éco-anxiété. Autre chiffre intéressant. 57% des jeunes déclarent ne pas connaître de sources d'informations fiables sur ces questions écologiques.
Leurs sources d'information sont souvent liées aux réseaux sociaux et ils sont parfaitement conscients que sur les réseaux sociaux, eh bien, on va trouver, disons, pas mal de choses qui sont fake. Et ils font bien la différence avec des gens comme par exemple Hugo Décrypte. Donc, je ne sais pas comment on peut les appeler, des streamers ou des gens qui sont vraiment dédiés sur ces questions-là et en qui ils croient véritablement. Mais ils disent, mais nous, on n'a pas l'information fiable. Sans doute parce qu'elle est peut-être là, mais pas dans une forme qui leur convient. Enfin, dernier point, et je pense que ça aussi, ça explique les choses, c'est que quand vous êtes jeune, votre famille, elle est quand même importante. Et vous avez envie de pouvoir vous reposer aussi sur vos parents, en tout cas d'échanger avec eux et d'avoir confiance. Ce mot de confiance est important. À 75% des 15-25 ans, donc, ils considèrent que la génération de leurs parents est à des degrés divers responsables du changement climatique. Bien sûr, ceux qui considèrent que les générations antérieures sont les plus responsables sont ceux qui sont les beaucoup plus engagés. Mais on peut atteindre des chiffres comme 38% des jeunes qui considèrent que leurs parents sont responsables de la situation ou 26% que c'est la génération de leurs grands-parents. Et c'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir mieux caractériser cette question de l'éco-anxiété, donc d'abord comprendre un peu ce phénomène de la jeunesse, et puis ensuite avec tu flippes, mais Magali, tu réagiras sans doute, de pouvoir travailler plus en profondeur sur cette question de c'est quoi l'éco-anxiété, et les travaux le démontrent vraiment, et je vous invite à aller voir cette étude, c'est qu'éco-anxiété, ça veut dire que vous avez atteint un niveau de maladif. Et ça concerne en réalité à peu près 5% des gens. Et donc, j'ai plutôt envie de dire qu'on a affaire à des gens qui sont de plus en plus éco-conscients, mais qui, face à la situation, face aussi au consumérisme, à la surconsommation ambiante de nos sociétés, ne savent plus comment faire. Et il y a un dernier point que je voudrais préciser. On ne peut pas parler des jeunes. C'est pas qu'une question d'âge. C'est aussi de mode de vie. C'est aussi de classe sociologique dans laquelle ils sont, de CSP. C'est aussi une question d'éducation. Et puis ça dépend d'où on vient. Manille, Marseille, etc. Et ça, je pense aussi que parfois, à force de trop vouloir généraliser, on essaye de trouver des solutions uniques, alors qu'en fait, elles doivent être adaptées à un ensemble de gens, mais on y reviendra plus tard. Merci beaucoup Valérie. Et tu as raison de souligner que même s'il y a quand même un enjeu générationnel, tu l'as dit, c'est beaucoup plus complexe que dire simplement les jeunes. Et donc je pense que tes chiffres, merci beaucoup, ont pu largement éclairer le concept. Et du coup, j'aimerais tourner vers toi. Ouais. Quelle est la compréhension finalement chez On est près de... Il fonctionne Vous m'entendez? Non, ça fonctionne. Si, ça y est, c'est bon, c'est annulé. Ok, tant mieux. Et du coup, quelle est la compréhension chez On est près de ce concept-là? Et est-ce que toi, tu aimerais aussi l'interroger? Alors, moi déjà, si j'ai fondé On est prêt, c'est parce que je me sens éco-anxieuse depuis des années. Et j'aime pas du tout ce terme. Néanmoins, il y a un vrai sujet autour de la peur qui est à réhabiliter selon moi. Et alors, si j'aime pas ce terme d'éco-anxiété, c'est parce que c'est très péjoratif. Et d'un point de vue médical, l'anxiété, c'est quelque chose de maladif psychologiquement. C'est-à-dire qu'on ressent une anxiété qui n'a pas de cause. Or ici, la cause, elle est bien réelle, la menace, elle existe, et donc c'est tout à fait normal d'avoir peur. Et je trouve qu'utiliser ce terme, en fait, rend un peu fragile les personnes qui peuvent éprouver de l'éco-anxiété, alors qu'en réalité, ces personnes, c'est très positif parce qu'elles regardent la réalité en face, donc elles sont très lucides par rapport à ce qui est en train de se passer, et en plus, elles sont courageuses. C'est-à-dire qu'elles prennent le sujet à bras-le-corps. Donc effectivement, je préférerais utiliser un autre terme que celui de l'éco-anxiété, comme l'éco-conscience, l'éco-lucidité. Et d'ailleurs, les chercheurs qui ont étudié le sujet montrent qu'il y a plus de 130 émotions derrière ce terme d'éco-anxiété. Et malheureusement, c'est difficile de l'éviter désormais parce que les médias l'ont utilisé énormément. Et donc, quand on veut parler de ce phénomène, c'est beaucoup plus facile de se référer à ça que l'éco-conscience ou je ne sais quoi. Donc, mais il n'empêche que ce terme est problématique. Et ce qu'on a fait avec On est prêt, c'est qu'on a voulu prendre ce sujet à bras-le-corps parce que dès que je suis arrivée dans le milieu climat, moi j'ai constaté qu'il y avait en fait des centaines de jeunes qui éprouvaient une éco-anxiété très intense, que ça pouvait mener jusqu'au burn-out, voire des jeunes qui pouvaient également parler de suicide. Et
une grande partie des militants qui arrivaient justement au militantisme grâce à cette éco-anxiété. Donc vraiment une pièce à deux faces, quoi. Et on a voulu lancer une étude quantitative et qualitative pour mieux comprendre le phénomène, parce que ça date de 2019, et en 2019, on ne savait pas vraiment de quoi on parlait. Et j'avais l'impression quand même qu'il y avait une clé derrière ces émotions-là pour faire passer beaucoup plus de personnes à l'action. Et une fois qu'elles sont dans l'action, prendre soin d'elles. Donc en fait, lier l'écologie intérieure à l'écologie extérieure. Et c'est tout récemment, notamment grâce à Valérie et à l'ADEME, qu'on a pu lancer cette étude Tu flippes, qui a commencé par une étude quantitative, suivie par une étude qualitative que là on commence, et un programme d'accompagnement. Et lors de cette étude quantitative qui a commencé, qu'on a pu mener sur 3500 personnes, puis 10 000 personnes, ce qu'on a effectivement révélé, c'est ce que Valérie disait tout à l'heure. C'était des entretiens, du coup, des questionnaires? C'est un questionnaire. L'étude qualitative, c'est juste un questionnaire QCM, tandis que l'étude quantitative QCM, qualitative, c'est des cohortes de personnes qu'on va suivre dans la durée. Et grâce à l'étude quantitative, on a pu donc montrer qu'il y avait effectivement 75% des jeunes qui étaient flippés, qui se disent anxieux en lien avec... 75% des personnes, pardon, des personnes, pas des jeunes, 75% des personnes qui se disent anxieuses en lien avec l'environnement, au sein desquels 20% y pensent tout le temps quasiment, et 5 à 10% chez qui ça déborde, et là ça peut devenir maladif. Mais j'insiste bien sur le fait que l'éco-anxiété n'est pas une maladie, qu'en revanche ça peut le devenir si on n'en prend pas soin. Voilà. Et donc, en complément de cette étude quantitative pour mesurer en fait où on en est vis-à-vis de ses propres émotions, on a proposé un parcours d'accompagnement de 14 jours, qui existe toujours sur onestprêt.com/tuflippes, où il est possible de s'inscrire à 14 mails pour prendre soin de soi et mieux prendre soin du monde. Et le propos de cette campagne, c'était de dire que si tu flippes, c'est complètement normal. C'est normal étant donné la gravité de la situation, c'est normal étant donné l'inaction des décideurs, et c'est normal étant donné la répression de ceux qui agissent. Et donc, tu n'es pas seul à flipper, on est des millions à flipper pour notre avenir, donc viens, on en parle et on transforme ces émotions en action. Et je termine sur le sujet de la peur qui a très mauvaise presse, mais qui, selon moi, est vraiment une émotion qui n'existe pas pour rien, qui est là vraiment pour servir à quelque chose. Et c'est grâce à la peur qu'on existe sur cette planète et qu'on a réussi à survivre. C'est grâce à cet instinct de survie. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'écouter ce que cette peur a à nous dire pour justement la transformer en action, la sublimer, la politiser et faire super attention à ce qu'elle ne prenne pas toute la place. Parce que si la peur nous déborde, eh bien là, on devient dans l'incapacité de réfléchir et on devient manipulable et sujet aux théories conspirationnistes, confusionnistes, et j'en passe. Vous voyez de quoi je veux parler. Merci beaucoup. Magali, tu as souligné beaucoup de choses intéressantes, notamment la répression que subissent notamment beaucoup les mouvements climat. On peut penser au soulèvement de la Terre, qui essaie pourtant d'agir en écoutant justement cette peur pour la transformer en action collective. Et toi aussi, du coup, tu interroges ce terme d'éco-anxiété qui, en effet, peut finalement signifier que les personnes qui sont éco-anxieuses, mais elles ne savent pas trop d'où ça vient, etc. Alors qu'en effet, on le sait. Et du coup, tu as parlé d'écolucidité, ça me permet de passer le relais tranquillement à Tanguy. Alors, pourquoi ce choix, finalement, d'aller vers l'éco-lucidité Qu'est-ce que c'est ce concept pour toi? Vous m'entendez? Ok. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Valérie et Magali ont déjà dit beaucoup de choses que je partage. Effectivement, nous, on nous a proposé avec Maxime Olivier d'écrire un petit livre qui s'appelle « Vivre avec l'éco-anxiété ». Et on va barrer le terme éco-anxiété pour mettre éco-lucidité en dessous. C'est pas pour nier le fait qu'il y a de l'éco-anxiété, mais c'est pour essayer d'aller vers une repolitisation un petit peu de ce terme. En effet, comme ça a déjà été dit, je vais essayer de me tourner par là. L'éco-anxiété, c'est une réalité, donc c'est pas quelque chose qu'on nie, dans la mesure où il y a des personnes qui ont une anxiété qui est directement dirigée contre le fait qu'il y ait des inondations, un changement climatique. Mais c'est vrai que médiatiquement, le terme peut être un peu biaisé vers quelque chose qui a tendance à responsabiliser l'individu et pas penser en termes de changement systémique. Donc derrière ce terme de lucidité, il est forcément subjectif. Je pense que chacun peut mettre la définition qu'il ou elle souhaite. Nous, on a voulu partir de la théorie du donut de Kate Raworth en disant que la lucidité de la compréhension du fait qu'il y a 9 limites planétaires et qu'il ne faut pas les dépasser
tout en essayant de garantir à tous les besoins essentiels, eh bien ça n'a rien d'anormal et en quelque sorte, c'est de la lucidité. Je rejoins Magali sur le fait que derrière le terme d'anxiété, en fait, il y a plein d'émotions. Il y a la peur, il y a la tristesse, et c'est aussi des émotions qui nous ont permis de survivre, comme tu l'as dit. Nous, il y a un autre terme qu'on a voulu introduire qui fait un petit peu suite à écolucidité, qui est celui de politico-anxiété. Alors, peut-être que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Bien sûr que je suis anxieux à l'idée de penser que ce qui s'est passé dans l'Hérault hier ou avant-hier pourrait arriver chez moi. Est-ce que tu peux préciser ? Il y a eu des pluies diluviennes, un épisode Cévenol qui a fait que voilà, plusieurs villages ont été en partie détruits. Cette anxiété, je peux la ressentir, mais je pense que je ressens une anxiété encore plus forte vis-à-vis de ce qui est fait au niveau politique et surtout de ce qui n'est pas fait au niveau politique, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui pourraient être prises et qui ne sont pas prises. Et changer ce terme d'éco-anxiété vers un terme de politico-anxiété, j'ai l'impression que ça permet de reposer la question de l'action politique, de l'action systémique, et donc de sortir peut-être de l'aspect peu politique du terme éco-anxiété. Valérie, tu veux réagir ? Oui, je trouve très intéressant le débat de mettre en avant la question politique. Est-ce que vous n'avez pas, tous que je pose la question, et à vous aussi, l'impression que aujourd'hui, le terme qui est lié à tout ce qui est écologie a une connotation extrêmement politique, mais qu'on n'en ressort pas le côté positif, c'est-à-dire de notre action en tant que citoyen au sein de la cité, mais qu'on en fait quelque chose qui est de la, allez, on va dire politique politicienne. À partir de ce moment-là, n'y a-t-il pas le risque qu'une partie de la population refuse ce format d'un débat politique parce qu'elle se considère du coup comme étant enfermée dans quelque chose dans lequel elle ne veut pas aller et dans lequel elle ne se reconnaît pas nécessairement, alors qu'elle, à quoi elle aspire, c'est à un air sain, manger sain, pouvoir travailler, pouvoir avoir des loisirs, etc., etc. Donc en gros des choses très concrètes. Et ma question, elle est donc, ce terme de politique, il peut avoir un intérêt très fort pour des milieux très engagés. Qu'en est-il du reste de la population, et en particulier de la fraction de la population jeune qui ne vote pas ? Une bonne question, en effet. Moi, je pense que derrière le mot de politico-anxiété, il n'y a pas la volonté de dire, par définition, la politique est quelque chose de mauvais, mais c'est plutôt une manière de remettre sur la table le fait que tout le monde devrait pouvoir faire de la politique et devrait pouvoir s'emparer de ces sujets-là pour faire en sorte que demain, on est au pouvoir des personnes qui sont à la hauteur des enjeux sur les enjeux écologiques et sociaux. Donc l'idée de ce terme, c'est pas de dire voilà, la politique c'est quelque chose de mal et il faut s'en séparer, c'est vraiment d'interroger un petit peu plus frontalement les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui, sans nier la nécessité des éco-gestes, etc. Bien sûr qu'il en faut et qu'il faut peut-être commencer par ça pour amener à l'écologie des personnes qui sont éloignées de ce sujet-là, mais c'est nécessaire mais insuffisant. Et donc c'est pour ça qu'on appelle à une action plus politique. Merci Tanguy. Et on reviendra dans la deuxième partie. Il y a un son bizarre, non, un peu ? Si, ouais. Bon, je vais me mettre un peu loin comme ça. Donc c'est intéressant de parler de politisation. On va revenir pas mal dessus dans la seconde partie parce que c'est quelque chose de clé. En effet, comment on passe du citoyen consommateur et le consumérisme, où on agit avec sa carte bancaire, à un citoyen qui agit dans la cité. Mais avant, je voudrais terminer le tour de table sur cette partie un peu introductive avec toi, Maxime. Donc quand on est dans le domaine artistique, dans le domaine du sensible, où on prend parfois même des paysages qui, j'imagine, peuvent donner de l'anxiété, quelle est, toi, ta compréhension du sujet ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation également. Donc effectivement, moi je suis artiste photographe, ça fait 14 ans que je me soigne sur le sujet parce que donc, je travaille exclusivement sur des sujets environnementaux, mais en fait c'est pas de l'environnement dont je parle, c'est de nous société, nous êtres humains qui agissons puis subissons, enfin voilà, faut qu'on réagisse, etc. Mais donc ça parle de l'homme et ça parle de comment notre rapport à ce qui se passe. Ça serait une erreur de penser que c'est juste des photos de paysages finalement, parce que même un paysage, c'est un terme qui a été conceptualisé par la peinture du 19e aussi, comme, ça dépend du regardant, c'est un concept le paysage, c'est pas une réalité.
Donc une photo, c'est aussi, quand on la prend comme une photo paysage, c'est finalement nous qui voyons ce qu'on appelle un paysage. Les éléments que j'ai photographiés, par exemple, donc là le projet en question qui s'appelle Paradise, c'est une ville en Californie qui a été ravagée par un méga-feu en 2018. C'est le nom de la ville. Le méga-feu a tué 86 personnes en moins de 4 heures et rasé une ville de 25 000 habitants. Donc ils sont retrouvés totalement pris par surprise. La cause était un court-circuit sur un pylône électrique, cause humaine, qui a été avérée légalement, et la société responsable de ce pylône, de l'entretien de ce pylône, est jugée et doit 13 milliards aux habitants pour les dédommager. Mais en 2021, quand j'y suis retourné, la même ligne, 100 mètres plus loin, donc disons 2 pylônes plus loin, a créé un nouveau feu qui est devenu le plus grand feu de l'histoire de Californie, qui a failli raser la ville une seconde fois. L'idée, c'était d'aller justement documenter l'angoisse, si on veut, ou en tout cas la peur, ou ce que peuvent ressentir les gens qui ont décidé de reconstruire cette ville entre 2018 et 2021, puisque j'étais sur place pendant tout le feu de 2021, et de suggérer ce rapport à cet élément qui est très, très dur. En fait, c'est un des plus difficiles pour l'homme, puisque quand le feu passe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de projection. Et finalement, ce qui est le plus difficile, c'est la marque de nos constructions et comment elles sont impactées par le feu. La nature, entre les 2 années où j'ai été sur le terrain, a repoussé assez vite finalement. Par contre, les personnes rencontrées étaient toujours traumatisées. Nos discussions d'ailleurs leur ont permis 3 ans après de sortir encore une fois leur peine et leur douleur et de pouvoir passer un petit peu à autre chose, retrouver une vie à peu près plus apaisée, disons. Donc finalement, c'est ce rapport-là que j'étudie, mais en agissant, en allant documenter ces choses-là. En étant dans l'action, ça m'empêche d'être angoissé purement et simplement. Mais c'est vrai que c'est une thématique à laquelle je pense tous les jours. Et finalement, c'est aussi une manière de ne pas la laisser déborder en agissant comme ça, en la traitant, en allant parler et donner une parole, disons, à ces personnes qui ont vécu de plein fouet ces catastrophes humaines, on va dire, pour ne pas dire catastrophes naturelles, puisque, voilà, on parlait de l'Hérault il y a quelques instants. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des villages qui ont été détruits. La montagne, elle va très bien. Donc finalement, c'est nous qui sommes vraiment l'objet de cette discussion. Et donc effectivement, c'est partout où on a ce contact avec la nature qu'on peut voir de façon la plus difficile, dur, disons, le résultat de nos actions, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser l'image et le sensible pour parler de ça, ça permet j'espère, de ne pas uniquement juger, montrer ou expliquer, mais aussi de laisser ressentir ce que nous, on aurait pu voir, ressentir si on avait vu ce qu'ils ont vu et si on avait vécu la perte de tout ce qu'on possède en à peine quelques heures, d'être proche, etc. Merci beaucoup, Maxime. Et tu as raison d'utiliser, je trouve, le terme catastrophe humaine, parce qu'en fait, on parle beaucoup de catastrophes naturelles, mais souvent, que ce soit l'effondrement d'un pont ou telle chose, ou que tel village se fasse ensevelir, etc., c'est lié notamment à la présence humaine et au fait qu'on ait choisi de bâtir ça comme ça, ou ce qui s'est passé dans le port de Beyrouth, par exemple, avec l'explosion du port. C'est quelque chose qui était prévu depuis très longtemps, depuis des années, la cargaison était là. Et donc, c'est intéressant, ce concept de catastrophe humaine. Et pour terminer cette première partie, il y a une question que je me suis posée en préparant la table ronde et je voulais vous la poser aussi. C'est qu'on parle d'éco-anxiété sur les enjeux écologiques, etc. Mais on n'entend jamais le terme un peu social anxiété, alors que bon, pour les raisons de précarisation sociale, pour les questions, on l'a vu à Lampedusa ces derniers jours encore, avec tous ces migrants qui doivent fuir leur terre pour des raisons climatiques ou politiques. D'ailleurs, l'Europe a été largement impliquée dans la déstabilisation politique là-bas. Pourquoi il n'y a pas ce terme de social anxiété? Pourquoi c'est que sur l'écologie qu'on l'utilise? C'est une question un peu complexe, mais je ne sais pas si quelqu'un... Ça, il faut peut-être demander aux personnes qui ont théorisé l'éco-anxiété. Moi, ça me permet de rajouter quelque chose qui est assez intéressant sur ce thème d'éco-anxiété, c'est qu'il est toujours lié à l'écolucidité par les personnes qui l'ont théorisé. C'est-à-dire que, moi je suis loin d'être expert sur le sujet, mais on a lu dessus, que ce soit Alice Desbioles, Charline Schmerber, Pierre-Éric Sutter, c'est toujours des personnes qui, en définissant le terme, disent tout de suite, c'est de la lucidité. Donc, peut-être que ça existe, peut-être que en fait c'est un terme qui existe déjà en psychiatrie mais qui n'est pas arrivé dans l'espace médiatique.
En tout cas, je pense que la social anxiété, moi, si je devais dire en quoi elle pourrait me toucher, c'est dans notre potentielle incapacité à communiquer les uns avec les autres le jour où ça se passe mal. Le jour où on fait face à une catastrophe humaine, par exemple. Je pense que moi, l'anxiété au niveau social, c'est comme ça que je la verrais, où en fait, on serait incapable de s'organiser ensemble pour se répartir des besoins essentiels. Parce qu'on n'a pas assez pris l'habitude, notamment peut-être dans la formation, à l'école, d'être dans des démarches collectives et qu'on reste plus dans des démarches individuelles. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que la social anxiété, sans être théorisée, elle existe déjà chez beaucoup de personnes. Simplement, le mot n'existe pas. Peut-être aussi que jusqu'à présent, les questions d'écologie n'étaient pas suffisamment mêlées aux questions sociales. Et ça explique aussi la situation dans laquelle on est. Or, si on ne fait pas une transition écologique et juste, on sait très bien que de toute façon, on n'y arrivera pas. On ne peut pas couper en deux, au minimum, les populations, les faire se battre les unes contre les autres. Et ça, c'est un des gros enjeux. J'aime beaucoup le terme que tu as employé, le terme coopération. C'est un terme qui est fondamental. Et pour nous, il y a véritablement là aussi de comprendre que de toute façon, les questions d'écologie, les personnes les plus en situation les plus précaires, c'est celles qui subissent la double peine. Donc à un moment ou à un autre, de toute façon, on est sur un chaudron extrêmement explosif. Il faut prendre en compte tous ces éléments-là. L'écologie, c'est pas quelque chose d'à part. Ça fait partie intégrante de toutes les politiques, de toutes les actions que nous menons. C'est là où je pense que c'est le plus dangereux pour nous. C'est important que nos sujets soient reconnus, mais voilà, c'est pas une discipline de plus, si je puis dire. C'est un caractère pluridisciplinaire et c'est à l'intérieur de chacune. Et sans doute que pour les aspects sociaux, il y a aussi des choses comme ça qui font que, comme on ne sait pas trop comment les prendre, eh bien, on va aller on va continuer notre approche en silo. Tu en as parlé, hein. Comment on fait pour aller vers une approche systémique? C'est là l'enjeu, pour moi. Merci. Si je peux ajouter ajouter une pierre juste à ce que tu viens de dire, Valérie. C'est pourquoi j'ai choisi la Californie également, parce qu'on se dit souvent les populations vulnérables, si l'environnement, s'il y a des catastrophes avec des pluies, des feux, etc., on regarde souvent d'un œil un peu distant les pays qui ont peut-être moins les moyens de réagir, etc., qui subissent un peu plus. Mais finalement, 5e puissance mondiale, la Californie, peut-être 4e devant l'Allemagne bientôt, et c'était une ville avec un fort pouvoir d'achat. Donc j'avais aussi envie de dire qu'on est tous dans le même bain là, et que c'est pas parce qu'on est dans une ville et qu'on a un bon niveau de vie que finalement on est à l'abri de ces choses-là aussi, quoi. Donc faut vraiment englober ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on suit d'habitude, mais ça permet de montrer à quel point c'est systémique. Et ça raccroche à ce que tu racontais sur le donut, qui est donc voilà l'idée, le donut. Vous voyez, je sais pas si tout le monde est familier, mais vous voyez un donut. À l'extérieur, vous avez les lignes planétaires qu'il faut pas dépasser. Bon, spoiler, on les a beaucoup dépassées, mais donc faut revenir en dessous. Et puis le donut du bas, c'est les fondamentaux sociaux, le minimum qu'il faut quand même pour que tout le monde ait accès. Parce qu'il faut. Et Magali, tu voulais réagir aussi? Ouais, ultra brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais effectivement, je suis complètement d'accord qu'il y a de multiples facteurs d'anxiété aujourd'hui et que c'est pas du tout réduit à l'écologie. Enfin voilà, l'extrême droite est en train d'augmenter en flèche et ça, c'est aussi un facteur très anxiogène parmi plein d'autres. Néanmoins, quand on parle d'écologie, on parle quelque part de quelque chose d'eschatologique, c'est-à-dire qu'on parle de fin du monde. Alors la fin du monde, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ça veut dire potentiellement la fin de l'humanité, de tout le vivant qu'on embarque avec nous. Et ça active une angoisse de mort immense. Enfin, l'angoisse de mort pour soi-même, elle est déjà difficile à regarder en face. Mais alors quand on parle de ça, évidemment que ça surplombe tout le reste. Et quelque part, c'est la mère des autres angoisses. Après, fin du monde, tu as raison. Fin d'un monde. Fin d'un monde, et surtout, tu es dans le long terme. Je rappelle que normalement, on parle aussi de fin du mois. Est-ce que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat? Parce que la fin du mois, c'est quand même c'est tout à l'heure. Et du coup, il y a cette question de la temporalité. C'est extrêmement complexe pour une bonne partie des personnes de se projeter dans un univers extrêmement lointain. Je crois que c'est une étude... Alors, je ne sais jamais de quel institut, donc vous m'excuserez, qui disait, on peut remarquer que dans la société française, c'est des travaux qui sont sortis en 2021, on va dire, 1/3 de gens anxieux, 1/3 de gens en colère,
un tiers de gens en capacité de se projeter. Ça en dit long sur notre société. Et ceux qui sont en capacité de se projeter sont les personnes qui ont les plus de moyens. Et qui parfois sont dans l'inaction, comme on le sait bien. Parfois. Tanguy, peut-être pour clore cette première partie qui a largement débordé, mais on m'a dit que je pourrais déborder sur l'heure un petit peu. Donc, Très rapidement, notre discussion me fait penser à la question des migrants climatiques, où en fait on parle de migration climatique, mais qui sont toujours des migrations politico-économiques climatiques. Et en fait, l'anxiété, à mon avis, c'est aussi ça. C'est forcément systémique. Le terme d'anxiété systémique, d'ailleurs, existe avec Covid, guerre en Ukraine, crise écologique, etc. C'est toujours une combinaison de plein de choses différentes. Merci Tanguy. Alors je pense qu'avec cette première partie, on a bien compris les enjeux autour de l'éco-anxiété. Et ce que je retiens notamment, c'est qu'on parle quand même beaucoup de fatalisme, l'idée de quand même qu'il y a une peur qui peut parfois tétaniser quand elle prend le dessus, quand on ne trouve pas des structures collectives. Parce que souvent les militants dans l'écologie, quand on ne trouve pas la structure collective, le groupe d'amis ou l'endroit où on peut se régénérer pour ensuite de nouveau repartir un peu dans le militantisme. Mais finalement, comment on part du coup de ce fatalisme, etc., vers la mobilisation politique? Et c'est là qu'on va arriver à la seconde partie. Et Maxime, j'aimerais te donner la parole là-dessus. Donc tu manies un art qui est aujourd'hui très très présent de plus en plus, qui est comme celui de la photographie, puisque les gens, il faut le reconnaître, quand même lisent de moins en moins, et du coup on est de plus en plus touché par l'image. Est-ce que tu penses du coup comment faire pour mobiliser avec ces photographies? Est-ce que tu penses que la photographie est un médium aujourd'hui qui permet cette prise de conscience collective pour aller vers le politique, de ce point de vue-là? Oui, je pense, mais c'est pas évidemment pas le seul. Il y a beaucoup de formes d'image et d'imaginaire, et même quand on lit un livre, on voit les images dans sa tête, donc c'est très très puissant. Je pense que ce qui est important et ce que moi j'adore avec ce médium, c'est qu'on a la capacité d'informer, de donner des éléments. C'est basé sur le réel, donc on n'est pas en train d'inventer, donc ça a une force ça avait une force de preuve qui est en train de disparaître avec les outils type intelligence artificielle, ouais. Mais finalement, moi je travaille uniquement en argentique. Ce que vous avez vu, c'est des photographies qui sont toutes faites en diapositive infrarouge, qui est une pellicule qui n'existe plus depuis une vingtaine d'années, ou en pellicule couleur. Donc finalement, il y a quand même cette force de preuve ici, mais avec un détournement qui permet d'amener autre chose, et j'espère de l'émotion. Alors, sans tomber dans l'émotion pure, parce que attention, si on essaye de vous donner que de l'émotion, c'est de la démagogie. Il faut quand même garder du rationnel. Enfin, on n'est pas là pour pousser dans un sens, mais pour faire réfléchir, faire bouger, faire voilà, émotion, motion, mouvoir, bouger, etc. Donc, ce qui me semble important, c'est quand on utilise un art quel qu'il soit, ou un médium, ou une prise de parole, ou une conférence, enfin, c'est la même chose, l'art oral, c'est de pouvoir donner des armes, des outils, et finalement ici, le pouvoir combiner quelque chose qui est quand même assez intellectuel avec des sensations, on va dire, pour ne pas utiliser le mot émotion. Je pense que ça peut permettre de créer sensation et compréhension, un imaginaire, disons, puisque c'est le thème de la conférence, mais un imaginaire, quelque chose qui permet de se projeter, d'agir, de ne pas rester bloqué comme en anglais c'est deer in the headlights, là, le cerf dans les phares de la voiture qui est tétanisé par la peur et qui ne peut plus bouger et qui se prend la voiture. Donc en fait non, c'est pas l'idée là, c'est comment on arrive à partir d'éléments variés, différentes cordes, on appuie sur différents canaux, quoi, que chacun s'approprie à sa façon et puisse sentir, alors le mouvement vient souvent des tripes, plus que juste de la tête, sentir quand même comment se mettre en mouvement, quoi. Oui, c'est intéressant cette projection par les imaginaires, parce que tout à l'heure t'en parlais Valérie, comment faire pour se projeter, alors que parfois on parle, moi dans mon travail je dois conseiller un peu des dirigeants d'entreprise vers la post-croissance. Et parfois, quand toute ta vie, tu as fait tel modèle, etc., c'est compliqué de se projeter dans quelque chose qui paraît vraiment inconnu. Et donc, il faut ces grands récits pour essayer de se projeter. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les mangas, par exemple, donc je me projette grâce à ça. Mais l'ADEME participe aussi beaucoup à cette projection. Et comment l'ADEME fait pour que les gens puissent s'imaginer en 2050, par exemple? C'est vrai qu'on a besoin de se projeter, on a besoin d'être accompagné, parce qu'une fois qu'on a fait le constat terrible de la situation dans laquelle on est, c'est rapide de se dire c'est pas de ma faute et de toute façon je peux rien y faire. Enfin, je veux dire, c'est humain et nous sommes des êtres humains. On a besoin de récits encapacitant. C'est quoi un récit encapacitant? C'est un récit qui accompagne le passage à l'action.
Et dans ces récits en capacitant, on a besoin de récits en capacitant qui nous aident à nous projeter dans un contre-récit de celui actuel, hein, qui est celui du consumérisme, de l'illimitisme, du productivisme. Vous avez certainement d'autres ismes en tête. Donc dans un contre-récit qui soit celui de sobriété désirable avec un S et de résilience solidaire. Une fois que j'ai dit ça, intellectuellement c'est très puissant, mais concrètement on fait comment ? En gros, comment on réinvente la narration du monde dans lequel on veut vivre. Dans quel monde j'ai envie de vivre? Quel mode de production? Quel mode de consommation? Quel mode de travail? Quel mode de vivre ensemble? Quel mode de relation à l'autre et aux autres? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise de ces relations-là. Et c'est ça qui est absolument terrible. Et donc, il s'agit de réinventer les choses. Pour moi, c'est pas par le dogmatisme d'un côté ou de l'autre qu'on va réussir à faire avancer les choses et qu'on va réussir à co-construire et à coopérer pour aller vers le monde de demain. Alors on fait plusieurs choses. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez les travaux qu'on a lancés et qu'on a publiés pour la première fois le 30 novembre 2021. Ce sont les scénarios de l'ADEME, Transition 2050, 4 scénarios contrastés qui tous nous amènent selon des chemins très différents, vers la neutralité carbone, avec des choses qui reposent sur l'extrême sobriété, hein, des diminutions plus que drastiques, des choses, jusqu'à un scénario où on ne fait rien du tout, même on continue encore pire à gaspiller les ressources de la planète. C'est pas très grave, puisque, a priori, il y aura des idées fantastiques en termes de technologie qui vont pouvoir nous régler tout cela. Il y a des embryons de choses qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui existeraient dans le futur. Donc, et ça, on a besoin de le mettre en débat. Pourquoi on l'avait sorti le 30 novembre 2021 ? Parce qu'on pensait pouvoir le mettre au débat pendant les présidentielles de 2022. Et alors, c'était comment ? On va parler d'autre chose. Je sais pas, ça n'a pas été repris énormément. Et là, aussi, je pense qu'il y a un rôle des médias pour pouvoir poser ça. Les 4 scénarios, ils ont un intérêt, c'est qu'ils permettent de faire discuter des gens. Et pour moi, c'est pas que les gens pensent tous la même chose qui est intéressant. C'est quel chemin je vais construire parmi tout ça. Lequel, en fin de compte, va nous convenir à notre société. Pour moi, c'est ça qui est important. Alors, rassurez-vous, Transition 2050, il y a un ensemble de feuilletons, parce qu'il y a des feuilletons, c'est digne d'une série, voilà, où sur des grandes thématiques, hein, aussi bien l'adaptation, le numérique, la qualité de l'air, dont on parle trop peu, etc., l'alimentation, bien sûr, la mobilité, on a tout un ensemble de choses. L'autre point, c'est comment on fait, donc ça c'est la première chose, donc faire des lieux de débat. Et il y a plein de gens qui nous ont invités, dans des entreprises, dans des collectivités, dans des écoles. Ça a été vraiment dans des festivals, même de musique. Bon, au départ, Terre de Son, on se dit oui, bon, ben oui. Et en faisant des choses assez originales. On a mis en place un podcast, on a fait faire aussi des récits fictionnels avec le magazine So Good. Bref, on a essayé de faire en sorte que ce soit vulgarisé, parce qu'on a quand même un gros problème hein, chez nous. C'est que quand on parle d'écologie, en règle générale, on a un vocabulaire qui reste encore beaucoup trop centré sur de l'expert. La tonne équivalent CO2, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Vous êtes sans doute, pour beaucoup d'entre vous, très au courant. Pour les autres, je peux vous garantir que quand je dis ces termes-là, il y a un regard flou qui se fait devant moi. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Comment on fait pour sortir d'un débat d'experts? Comment on fait pour vulgariser et montrer que toutes ces questions liées à l'écologie sont des questions qui concernent ma vie, mon quotidien. Les questions de santé, des questions... Tu parlais de conflit. Le conflit de l'accès à l'eau, c'est pas là-bas, c'est ici et maintenant. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement intéressantes. Deuxième point, c'est comment on fait, c'est qu'on accompagne des initiatives pour remettre le citoyen au centre. Le citoyen, non pas pour lui dire « tu fais ça » ou « c'est de ta faute », mais au contraire, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il coécrive le récit du monde de demain. Alors, on travaille notamment avec Magali et puis avec Imagine 2050, hein, avec la fabrique des nouveaux récits. On travaille aussi avec la fresque des nouveaux récits, c'est là où il ne faut pas que je me trompe, avec Spark News et la fabrique des nouveaux récits. Et puis aussi un projet extrêmement intéressant avec Valérie Zoïdo, le festival Atmosphère, Blue Nov et nous. On est partenaires fondateurs de l'Assemblée citoyenne des imaginaires
Comme on ne va pas avoir 4 heures, je ne vais pas me permettre de tout raconter parce que Romain nous surveille quand même, il faut bien dire les choses. Néanmoins, je vous invite à aller regarder ce que c'est que cette Assemblée citoyenne des imaginaires où on a eu plus de 55 000 contributions pour pouvoir expliquer, voilà le monde dans lequel j'aimerais vivre. On a aujourd'hui 150 récits issus de la société civile, pareil en libre accès. Et à l'heure où je vous parle, il y a actuellement une session justement où des scénaristes entrent en résidence, des scénaristes professionnels, pour regarder comment ils peuvent faire pour tirer de tous ces récits, de toute cette matière, des récits qui seront présentés au Festival Atmosphère qui se tient aux alentours du 14 octobre à Courbevoie, mais je vous invite à y aller, c'est un grand festival de cinéma et de réflexion gratuit, et où là, on va faire voter les gens pour voir un peu c'est quoi le futur blockbuster de demain. Le dernier point sur lequel je voudrais dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, et c'est Jules Collet, qui était... mais il était chez toi aussi. Et oui, on partage beaucoup de choses avec Magali, qui a été stagiaire chez moi aussi, qui aujourd'hui est quelqu'un qui fait de la consultance. C'est extrêmement intéressant parce qu'il a fait une thèse sur les imaginaires que vous pouvez aller trouver sur communication-responsable.adem.fr sur les imaginaires, dans la partie récit. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a besoin de s'appuyer sur des imaginacteurs, donc les acteurs du monde culturel, des acteurs bien évidemment du monde académique, beaucoup aussi les collectivités territoriales, ça c'est très intéressant. Et on a besoin, et bien sûr tous les autres, et on a besoin de 2 choses. On a besoin de récits, de s'appuyer sur des imaginaires dits idéels, liés au monde de la culture, d'une part, mais aussi des imaginaires matérialisés, c'est-à-dire ce territoire pour arriver à se projeter et à comprendre que ce n'est pas une histoire intellectuelle, mais qu'il y a des choses concrètes, des forêts de comestibles, des tiers-lieux, etc., où on peut vivre ce fameux contre-récit et ces sobriétés désirables. C'est concret, c'est maintenant. Voilà, c'est par ce biais de choses que l'on fait. Puis dernier petit point, parce que ça c'est personnel, je travaille beaucoup sur les questions de publicité et de responsabilité, mais on ne va pas ouvrir le débat. Néanmoins, là aussi, comment on fait pour réduire la pression publicitaire et faire en sorte qu'on vive dans un monde où justement on ne soit pas sans arrêt en train de nous rappeler que la consommation c'est le bonheur. Il y a beaucoup d'autres choses, mais attention, en disant ça, rappelez-vous toujours qu'il y a des gens qui n'ont rien, donc il ne faut pas l'affirmer comme étant une fin en soi. Merci Valérie. Oui, tout à fait. Dans tous les cas, comme on l'a dit au début, le préalable à la transition écologique, c'est une répartition des richesses plus juste. Et merci pour tous ces outils de l'ADEME, et notamment les 4 scénarios 2050 sont hyper intéressants. En tant que décroissant, j'aime beaucoup Génération Frugale, mais en tout cas, ça permet de faire des débats. Magali, du coup, entre On est prêt et Imagine 2050, tu es quand même beaucoup au cœur de ça, de comment on va toucher les émotions pour essayer de mobiliser. Du coup, est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais parler là-dessus, pour mobiliser du coup vers l'action? Oui, alors déjà, moi, encore une fois, j'aime pas dépasser l'éco-anxiété, je préfère cette notion de réguler la peur ou de sublimer la peur en action. Et avant de parler d'imaginaire collectif, vraiment, je reparle de l'imaginaire individuel quelque part, qui est cette écologie intérieure dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment ultra importante. Je pense qu'il y a vraiment ce soin à s'apporter à soi-même pour réguler cette peur et la transformer en action. Et ça peut passer ça peut se faire de plein de manières différentes, comme la reconnexion à la nature. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent à quel point c'est bénéfique de se reconnecter à la nature pour réduire le stress. La reconnexion aux autres, donc sortir de l'isolement pour partager ses émotions difficiles. La reconnexion à soi-même via la méditation, la reconnaissance de tout ce qui est en train de se passer en soi pour mieux ranger sa maison intérieure. Et puis pas mal d'autres choses, et évidemment le passage à l'action militante. Et en termes d'imaginaire collectif, je reprends tout ce que tu as dit Valérie, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un imaginaire de la sobriété à co-créer. Je crois vraiment dans les processus de démocratie participative pour faire ça collectivement, et le plus facile c'est de le faire sur les territoires. Donc on pourrait adapter ce qui a été fait pour la Convention citoyenne pour le climat sur les territoires pour trouver ensemble des solutions et du vivre ensemble.
Et grâce à l'ADEME, justement, on a pu faire une synthèse de 15 scénarios prospectifs issus de 10 rapports pour voir justement quels sont les points de convergence et les points de divergence entre ces différents scénarios prospectifs et quels sont donc les consensus entre les scientifiques. Il y a 3 grands scénarios qui se sont dégagés. Le business as usual, c'est-à-dire on continue comme après la Seconde Guerre mondiale, sur la voie du consumérisme à tout va. Le deuxième scénario qui est celui de la technologie va nous sauver, donc la croissance verte, quoi. Et le troisième scénario qui est celui de la sobriété heureuse, pour reprendre le terme de Pierre Rabhi. Eh bien, le consensus, c'est que les deux premiers... le consensus, il est sur le troisième scénario, en fait, celui de la sobriété. Et il y a énormément... C'est des gens qui ont participé, qu'on dit un peu... Alors, on a plein de super conférenciers qui ont fait un travail monumental pendant des mois de compilation de milliers de pages, voilà, parmi lesquelles Comme Gierschik, Paloma Moritz, Emma Stocking, Yasmina Hubertin. Donc voilà, on a 4 personnes qui sont rentrées vraiment à bras-le-corps dans la décomposition de tous ces trucs et puis pour regarder vraiment ce qui en ressortait. Et donc voilà, donc la technologie ne va pas nous sauver, il faut le rappeler. On peut l'utiliser à bon escient à condition d'être dans une forme de décroissance. Bon après, il faut définir la décroissance. Décroissance du PIB. Le PIB n'est plus un indicateur adapté, mais il peut y avoir croissance de liens, croissance de la santé, du bonheur, enfin de plein d'autres choses. Donc effectivement, c'est Éloi Laurent, qui est un économiste super qu'on voit dans le film Animal, qui propose justement de remplacer l'indicateur du PIB par des indicateurs de bien-être. Voilà. Et moi, j'insisterai pour terminer sur l'imaginaire de l'entraide. Et pour ça, on a besoin effectivement de tous ces imaginateurs qui mettent en scénario de plein de manières différentes ces valeurs que sont la sobriété et l'entraide pour toucher plein de personnes différentes parce que nous sommes des êtres de mimétisme. Et il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société qui est toujours confortable, mais que les catastrophes vont s'accumuler, que ça va être de plus en plus difficile et qu'il faut se préparer à ça en termes de résilience collective et en termes de résilience individuelle. Et plus on voit des histoires qui vont nous montrer en fait cette typologie de réaction collective, et plus on sera à même de le reproduire. Et comme exemple, on a accompagné les scénaristes de Plus belle la vie pendant plus d'un an et demi. Et on les a justement accompagnés sur une arche narrative de blackout. Et ils n'avaient que des images de guerre civile qui leur venaient. C'est-à-dire que les scénaristes n'arrivaient pas à imaginer autre chose que la guerre civile. Et donc, ce qu'on a fait, c'est très révélateur. Et ben, on a été chercher des histoires vraies de blackout au Texas. Et là, on est tombé sur des pépites, à faire chialer tout spectateur. Et donc, on les a alimentés de ces histoires-là. Voilà. Donc, mon invitation, c'est à tous les médias, à tous les artistes et à tout un chacun, en fait, de rayonner au niveau collectif et individuel ces imaginaires autant que possible. Merci Magali. Maxime, tu veux... Oui, une petite réaction rapide, parce qu'on parle de récits. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, les récits, ça commence souvent par « il était une fois ». Donc, je voudrais parler un peu du temps, finalement, parce que dans tout ça, on parle vous m'avez fait penser à ça en parlant de démocratie, de politique et de récits. Hartmut Rosa, c'est un philosophe allemand qui a écrit un livre qui s'appelle « Accélération », et qui raconte comment la technologie, comment cette surstimulation, sollicitation qui est censée nous faire gagner du temps, finalement, nous plombe et nous empêche de construire jusqu'à un projet politique, au sens de politique, c'est-à-dire on se rassemble et on décide ensemble, au fil de longues délibérations, une décision qui est commune et qui est bénéfique à l'ensemble de la population, de la société. Et donc il montre dans son livre, qui est quand même assez dense, finalement que cette accélération effrénée va le saper même jusqu'au projet politique lui-même. Donc comment on peut même plus faire société tellement on est brinque-ballé à gauche à droite par toutes ces choses-là et ces technologies finalement. Donc je voudrais juste dire, voilà, hâtons-nous de prendre le temps, quoi. Merci Maxime. Et ce que j'entends beaucoup dans ce que vous dites pour cette deuxième partie, c'est que derrière la question écologique, il y a la question de l'entraide, de refaire collectif, et que c'est un préalable à l'action écologique militante. Et du coup, je me tourne vers toi, Tanguy, là-dessus. Comment faire, c'est quelque chose que tu abordes un peu, comment faire dans cet engagement de terrain pour recréer ces structures, donc sur le terrain ou dans les universités, d'échanges collectifs autour d'une action écologique ? Alors, dans les universités, si c'est la question, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cours qui sont donnés sur ces questions-là, notamment via Pour un réveil écologique qui essaye d'éveiller les consciences depuis plusieurs années.
Il y a de plus en plus de rentrées climat qui sont créées et qui donnent l'occasion aux étudiants de comprendre les crises écologiques au début de leur cursus. Après, le gros défi aujourd'hui, c'est de réussir à massifier ça et à pas en faire seulement des spécialités, mais que ça vienne infuser tous les cours. Donc moi, ce que j'observe de près et de loin à la fois, c'est qu'il y a de plus en plus d'établissements qui essayent de créer à la fois des programmes dans lesquels on apprend l'écologie de manière systémique et où on met en place aussi des ateliers qui sont plus participatifs. Donc, je pense que les fresques est un exemple assez pertinent pour parler de cette envie de pas seulement avoir un cours magistral dans lequel on a un professeur et des élèves, mais où on a plutôt des personnes qui réfléchissent ensemble et qui cherchent ensemble des solutions. Voilà, ce serait ma réponse pour la question de l'enseignement. Et donc une approche moins descendante et plus dans la co-construction. Tout à fait, ouais. Merci. Et du coup, j'ai une dernière question, parce que je vois qu'il est 16h et que voilà. Mais une dernière petite question avant qu'on laisse peut-être la parole s'il y a quelques questions dans la salle. Je ne sais pas, Romain, jusqu'où je peux dépasser, mais ouais. Ok. Alors, vraiment, dernière question. C'est juste pour rebondir sur ce que disait Valérie tout à l'heure. Ça m'intéresse pas mal sur le côté politisation. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a cette question de politisation du combat écologique. Et est-ce que, forcément, il faut une politisation globale en se disant qu'il faut embarquer tout le monde? Ou est-ce que c'est important quand même, quand on politise, de désigner d'une certaine manière, bon, sans que ça des personnes directement, mais entre guillemets des responsables? Est-ce que pour politiser, il ne faut pas forcément, entre guillemets, un adversaire? Ou est-ce qu'on peut vraiment avoir une politisation un peu large comme ça? Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut co-construire ensemble, on ne construit pas sur du contre, mais sur du pour. Donc est-ce qu'il faut désigner un adversaire ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas se mettre tous ensemble au travail? Véritablement avec sincérité, humilité, transparence et non pas avec des faux semblants qui un jour ou l'autre, de toute façon, reviendront dans la figure de celui qui les a sortis. Il faut qu'on soit prudent avec ça. À force de toujours désigner des coupables, parfois même dans nos propres familles, ça pose une question. Comment vous voulez qu'on fasse pour qu'on s'entende si on est toujours contre tout, les uns contre les autres? Enfin, pour moi, ce n'est pas cohérent avec cette idée de coopération. Il y a un temps pour tout. Et je pense que là, face à l'urgence, le temps de la coopération, il est vraiment venu. Et peut-être que c'est avoir une vision trop optimiste des choses, ou voire naïve, de penser qu'on peut y arriver, mais il y a pas mal d'actions qui aujourd'hui ont à être mises plus en valeur, où justement différents acteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités, des acteurs institutionnels, des citoyens, ils ont travaillé autour de projets de territoire. Je vois par exemple ce qui se passe, vous savez, vous connaissez la ville de Los Angeles, dans le nord, là, où avec justement Jean-François Caron, son maire, il s'est retrouvé dans une situation où c'était une ville où toute l'activité économique est partie, puisque tous les terrils, tout ça a fermé. Toutes les usines de charbon ont fermé, les mines de charbon. Voilà, j'y suis arrivée, je trouvais le terme. Comment on fait pour reconstruire une ville, un territoire entier, où les gens n'ont plus de travail, où il n'y a plus d'avenir, où il n'y a plus rien? Il y a des laboratoires aujourd'hui, malheureusement, qui ont dû faire face à une situation... voilà, et qui ont bâti un nouveau projet de société. Il faut qu'on s'inspire de ce qu'ils ont fait. Et ce ne sont pas des territoires morts ou mortifères, au contraire. J'aime aussi beaucoup ce qu'il a initié avec Julien Perdrija, la fabrique des transitions, où on a plus de 300 entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour essayer justement de réfléchir à comment est-ce que on peut avoir avec ses pairs une nouvelle vision de l'économie. Bref, il y a tout un ensemble de gens auxquels on ne donne pas assez souvent la parole ou qui n'ont pas la possibilité suffisamment de s'exprimer, qui font plein de choses. Et donc là aussi, Magali, tu disais les médias, le rôle il est déterminant pour justement faire partager ce genre de choses. Et puis il y a plein de gens aussi auxquels on ne pense pas. Par exemple, aujourd'hui, quand tu as parlé de justice sociale, les personnes justement qui sont en situation, on va dire, de plus de précarité, mais font plein de choses. Simplement, je ne sais pas si vous avez déjà vu,
bien souvent, on considère, bah, toi c'est facile, hein, parler de sobriété, hein, vu ce que tu gagnes. Vous ne trouvez pas ça choquant, vous? Qu'on dénature l'action de gens selon leur niveau de revenus ou leur niveau supposé d'engagement ou autre, etc. Il y a des travaux qui ont été engagés auxquels on participe avec Make Sense. Vous connaissez Make Sense? Ils font un travail formidable. Et là, notamment, c'est un programme sur 3 ans pour engager et pour encourager 5000 jeunes issus des quartiers prioritaires à passer à l'action écologique. Alors, on a fait l'année 1, où il y a eu un laboratoire, on travaille avec GetUp, la Fondation Unicité, la Fondation SNCF, nous. Enfin, il y en a d'autres, mais des fois, je ne me souviens plus complètement des noms, je vous prie de m'en excuser. Mais je trouve ça passionnant, ce qu'ils peuvent faire. Parce que ces jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, mais nous aussi, on fait des trucs. Nous aussi, on a envie de s'engager. Mais il y a comme un petit problème. C'est que sur nos territoires, sur là où on est, ben, en fin de compte, les associations écologistes, ben, il n'y en a pas beaucoup. Puis, on ne se parle pas trop. Comment on fait pour créer quelque chose où, justement, cette coopération-là puisse exister? Parce que ça permettrait de mailler le territoire, et puis ça permettrait de mettre en place des actions concrètes, je suis d'accord avec toi Maxime, sur le long terme. C'est peut-être ça pour moi ma réponse trop longue à ta question. Merci beaucoup Valérie. Et le mot coopération en tout cas aurait été martelé aujourd'hui. Et si quelqu'un veut réagir encore avant qu'on passe là. Oui, je voulais dire un mot. Moi, c'est une question qui me trouble. Je ne prétends pas avoir la réponse. Je pense qu'effectivement, dans l'idéal, il faudrait qu'on réussisse à se rassembler autour d'un imaginaire de l'essentiel. Donc si on regarde cette théorie du donut de Kate Raworth, réussir à se dire qu'on a tous intérêt à ce que tout le monde ait les besoins essentiels, que tout le monde puisse se nourrir, se loger, se déplacer un minimum, avoir accès à de la convivialité. Et en même temps, quand on regarde le monde dans lequel on vit, on se rend compte qu'il y a de la conflictualité politique, on se rend compte qu'il y a des personnes, même si on les réexplique 10 fois, en fait, elles ne vont pas changer ou elles ne vont pas changer à la hauteur des enjeux. Il suffit de regarder aujourd'hui en termes de classe sociale ce qui peut se passer en termes d'empreinte carbone si on ne regarde que ça. Voilà, il y a des personnes qui vont regarder cette question de l'écologie avec une forme de dédain, avec une forme de mépris qui ne disparaîtra malheureusement pas, même si on essaye de les sensibiliser, même si on essaye de les accompagner. Certaines le font, mais d'autres pas. Et donc la question très compliquée à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Est-ce qu'on dit oui, il faut qu'on y aille tous ensemble dans une forme d'idéalisme qui colle pas avec la réalité, ou est-ce qu'il faut à un moment assumer une forme de conflit sur le fond? Et ça rejoint un petit peu la question de l'engagement. En fait, je pense qu'on peut s'engager de plein de manières différentes, partout, en entreprise, en collectivité locale, dans les écoles, les universités, mais avec quel fond? Est-ce qu'on est sur une vision croissance verte, RSE? Est-ce qu'on est sur une vision post-croissance, décroissance? Concrètement, quel est le fond qu'on défend? Et là, je pense que on arrive à des moments où il y a des visions du monde un peu conflictuelles qui arrivent, qu'il faut éviter. Et donc, il faut travailler à la coopération le plus possible. Mais à un moment, je pense qu'il faut assumer le conflit politique parce qu'il y a des adversaires, en fait, à une société de la décroissance et de la sobriété. Et donc, il faut essayer de porter ces imaginaires de manière positive le plus possible dans les médias et ailleurs. Voilà, merci Tanguy. Et ce que tu dis me fait penser au dialogue de sourds qu'il y a eu lors des universités du MEDEF entre Jean Jouzel, qui est quelqu'un qui est vraiment dans la pédagogie depuis longtemps, qui en parle sans être dans le conflit, etc. Mais qui, bon, là, en parle et le patron de Total lui répond « Ouais, je suis au courant, mais on continuera à faire comme avant. » Bon. Et c'est vrai que là, voilà. Il est sensibilisé, mais apparemment, il n'est pas dans l'action. Donc, il n'y a plus de... C'est bon? On est... OK. Donc on va passer à alors si les intervenants ont encore un peu de temps, parce que j'ai pas leur agenda, encore un petit peu de temps. Donc si quelqu'un a une question à poser, peut-être on va en prendre 2 de suite, des choses comme ça, parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire plusieurs salves. Presque. Excusez-moi, c'est par prévention de masque. Voilà. Il y a l'école qui a repris. Voilà. Bravo pour tous ces échanges. Quand est-ce que ça sort de ces murs? J'ai entendu plein de mots. Je me sens pas tout seul. On parle de comment aller au-delà de l'éco-anxiété. J'ai beaucoup de résonance. Je pourrais
parlé pendant plein de fois, mais je vais interpeller l'ADEME. Vous parliez de vos ministères de tutelle. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont géniales. Comment vos ministères de tutelle peuvent faire écho à tout ce que vous dites et que ça aille au-delà de vous-même? Et après, vous avez parlé de systémique. Comment on va au-delà de juste ces 3 ministères de tutelle et qu'on va carrément sur tout le gouvernement? Enfin voilà, tout ce que vous avez dit, c'est fantastique. Et si vous faites partie des instances pouvant jouer le truc, comment vous donner plus de pouvoir? Merci beaucoup déjà. Oui, j'ai réussi. Merci beaucoup déjà. Je pense que nos ministères de tutelle, ils se font déjà beaucoup écho. Quand on publie les scénarios de transition 2050, c'est quand même quelque chose qui est fort. Enfin, je veux dire, mettre ça au débat dans le cadre de fin novembre 2021, c'est un acte quelque part politique fort et qui est porté aussi par nos ministères de tutelle. On voit bien aussi qu'on est là pour conseiller nos ministères de tutelle. On leur apporte un certain nombre d'éléments régulièrement, de façon à accompagner la prise de décision. Mais il y a le temps de la préparation et puis il y a le temps de la sortie politique. Et parfois, c'est pas si simple que ça. Regardez ce terme de sobriété. Bon, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis à l'ADEME. 30 ans, 3 mois, etc. C'est très intéressant. Sobriété, pour nous, c'est un terme qu'on utilise depuis très longtemps à l'ADEME. Regardez les lettres de noblesse qu'il a pu obtenir avec le plan de sobriété énergétique. Jusqu'à présent, le terme sobriété ne sortait pas dans la bouche des responsables politiques. Il y a eu une action, il y a eu quelque chose de très fort, et la ministre a pris à bras le corps et a dit oui, c'est un mot important que ce terme de sobriété. On a souvent des discussions avec Gabriel sur le terme sobriété versus décroissance, etc., mais ce n'est pas le lieu ici. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très fort. L'autre point sur l'approche systémique. Mais aujourd'hui, le plan de formation de tous les fonctionnaires, dans lequel, bien évidemment, nous et notre premier ministère de tutelle en premier, bien évidemment, le ministère de la Transition écologique est plus que partie prenante. Mais c'est indispensable. Mais ça faisait longtemps qu'ils avaient envie de faire tout ça. D'ailleurs, à un moment, il y avait même l'IFOR, qui était un institut de formation, et notamment sur tous ces sujets-là, qui essayait d'agir. Mais la volonté politique, elle doit être globale. Il faut pouvoir montrer combien la chose écologique irrigue l'intégralité des politiques. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de cette... un début de prise de conscience de cette maturité politique, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Maintenant, il reste un grand chemin encore à parcourir. C'est pour ça que des organisations comme les nôtres, elles ont un rôle majeur en publiant tous ces travaux-là, tous ces travaux que nous pouvons ensuite largement débattre. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que l'ADEME, en ce sens, elle est quand même écoutée. Après, il y a d'autres organisations qui sont aussi écoutées, mais il ne faut pas négliger le pouvoir de l'agence. Voilà, on a un établissement sous tutelle, certes, mais on a de quoi beaucoup alimenter. Et la force qu'on a, c'est d'être à la fois une institution qui pense, qui donc fait des travaux de recherche, développe des connaissances, a une expertise, mais aussi est extrêmement présente sur le terrain, au sein de l'ensemble des régions. Et c'est cette alchimie-là qui fait aussi que j'ai répété très souvent le mot territoire, parce que pour moi, il est comme pour l'ADEME, il est indispensable qu'il y ait une territorialisation des réflexions, des actions, qu'on mette en avant davantage ces initiatives. Vous savez, du temps de Pierrefitte, Paris et les déserts français, mais peut-être qu'un jour ce sera les territoires et Paris désert. C'est Valérie. Si on siffle pas à la fin de... Ah, Tanguy, tu voulais aussi...
Merci. Juste pour vous donner une piste, je ne peux pas m'empêcher de vous partager ce que j'ai vécu cette année. Je suis réalisatrice et j'ai suivi une classe de lycéens de La Rochelle où ils ont mis en place une option d'enseignement qui s'appelle Demain c'est nous. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et en fait, pendant 2 heures, donc déjà, il y a eu l'établissement qui a alloué 2 heures pour parler d'écologie au lycée. Donc c'est juste une classe, il y a une vingtaine d'élèves et ça répond à pas mal de choses qu'on a évoquées tout de suite. À savoir déjà qu'ils se retrouvent entre jeunes concernés, parce que pareil, pour les avoir suivis dans l'année, ils n'en parlent pas forcément beaucoup entre eux, parce que ça reste des lycéens, et il y a des familles qui sont impliquées, puis des familles pas, donc ils se retrouvent déjà entre lycéens impliqués. Donc c'est seconde, première, terminale. Ils sont qu'une vingtaine sur tout le lycée, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Il n'y a pas de notes, donc ils mènent des projets en groupe, donc on revient à la coopération versus la compétition qui reste quand même avec tout le système de notes assez présent à l'école. Et dans ces jeunes, il y en avait beaucoup qui étaient justement anxieux, enfin tout ce qu'on a dit avant. Et le fait d'agir par petits groupes et d'agir au sein de leur lycée de manière très concrète et sur un peu plus le long terme, parce que au début de l'année, ils ont des clés pour comprendre, donc type fresque, etc. Mais après, le fait qu'il y ait une continuité pédagogique et que toutes les semaines, ils se retrouvent, ils peuvent mettre en place des choses. Et donc, dans ce que j'ai suivi, ça va être tout simple de améliorer la cantine du lycée, donc après avec la gestion avec les chefs d'établissement ou dans le parc à côté, en lien avec la mairie pour installer des poubelles, etc. C'est des petites choses, mais le fait qu'ils soient tout de suite dans l'action, on les a vus vraiment évoluer et pareil, reprendre espoir de se dire, moi, lycéenne, j'ai réussi à installer le tri dans mon établissement, donc si moi j'ai réussi, ça donne quand même beaucoup espoir. Et avec aussi un volet où on a été en mer de glace en fin d'année, donc ça rejoint aussi le côté émerveillement et reconnexion à la nature, et aussi de se dire on n'agit pas que pour éviter des feux, mais aussi pour sauver ce qui reste, quoi. Et ça les a aussi tous beaucoup marqués. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vachement marqué. Je trouve que c'est une vraie réponse. Donc pareil, l'enseignante se bat pour faire connaître cette option. Je suis en train de monter le documentaire, donc pareil, j'espère qu'un jour, je sais pas, je pourrai le diffuser ici. Mais en tout cas. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis pareil, elle se bat aussi après pour que ça s'étende dans d'autres écoles, lycées, mais avec toute la machinerie d'éducation nationale à faire bouger. Mais en tout cas, j'imagine, je ne sais pas s'il y a d'autres innovations, en tout cas d'avoir suivi ça cette année, même moi, ça me donne espoir de me dire, il y a ça qui se met en route, quoi. Voilà. Bravo. Hein. Merci du partage. Et en effet, je pense qu'au lycée, etc., il y a beaucoup de choses à faire. Ça me fait penser à, justement au rôle des éco-délégués dans le collège, dans le lycée. On a des guides pour accompagner justement tout ça. Et dans le cadre de la stratégie grand public et jeune de l'ADEME que je pilote, on travaille justement pour voir sur cette question des éco-délégués, ce qu'on pourrait faire, etc. Et on a interviewé un ensemble d'enseignants. Ça reste quand même quelque chose d'extrêmement positif pour les jeunes, mais difficile à être reconnu, y compris parfois par leurs parents qui disent « ouais, mais quand même, il y a maths, et il n'y a pas que éco-délégué ». Et ce que vous venez de dire, ça m'a fait penser à ça. Et à l'autre chose, ça m'a fait penser, c'est au film Les Givrés. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est une comédie pleine d'humour et de tendresse. Et ça me fait penser tout... Parce que vous avez parlé de la mer de glace. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis c'est la même chose, sauf que je le fais en version documentaire. Et pour revenir aux éco-délégués, parce qu'il y en avait dans Demain c'est nous qui étaient éco-délégués, mais le problème des éco-délégués, c'est qu'ils sont tout seuls dans leur classe, où ils sont 1 ou 2, et ils n'ont pas de temps dédié. Et là, le fait d'avoir 2 heures dédiées vraiment par semaine, et oui, il y en avait qui étaient éco-délégués depuis plusieurs années, mais qui avaient l'impression de rien pouvoir faire, donc ça va un peu plus loin, quoi. Alors, on a largement dépassé le temps de la table ronde, c'est top. Mais certains ont un emploi du temps et des choses à faire. C'est dimanche après tout. Et donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il reste une dernière question? Non, on arrête là? Ok, super. Merci beaucoup. Alors vous pouvez partir si jamais, et sinon on a une dernière ultime question. C'est la dernière table ronde du festival, donc
vous clôturez en beauté. En fait, c'est une question que je me pose dans le cadre de mon activité professionnelle. Je suis consultante RSE. Et quand j'essaye de faire évoluer un peu la mentalité, l'état d'esprit des clients, je me demande si parfois il faut que je les laisse accepter, entre guillemets, l'idée utopique de la croissance verte pour que potentiellement il y ait un premier pas qui se fasse et qu'il y ait quelques biais cognitifs qui sautent, ou si dès le départ il faut que je leur dise que c'est pas possible, que c'est utopique pour toutes les raisons qu'on connaît. Et du coup, vous, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez qu'on peut accepter cette idée-là au départ en les lâchant pas derrière pour être sûr qu'ils ont bien compris que c'était pas la réalité, c'est pas possible? Ou est-ce que vous pensez que dès le départ, il faut essayer d'être très clair sur le fait que non, il faut trouver tout de suite des alternatives? Typiquement, si je parle au nom de mon association Altercapité, qui est une asso plutôt militante et qui a plus de vocation à interpeller ou à faire réfléchir parfois, on a fait une agora, on a pris des entreprises, mais qui étaient déjà ouvertes sur la décroissance, le CJD, les coopératives, Enercop, tout ça. Mais si je réponds avec ma casquette cabinet de conseil sur la post-croissance, on peut arriver avec des concepts plus faciles comme l'entreprise à mission, des choses comme ça, qui sont compatibles entre guillemets avec la croissance verte. Et ensuite, tu leur mets sous le nez une étude qu'on a fait avec Profil qui s'appelle Entreprise et post-croissance, où voilà, on prend le donut, c'est quand même, quand tu regardes la théorie, c'est très compliqué d'être contre. Et donc, parfois, il faut utiliser, par exemple, on utilise au sein de mon cabinet post-croissance. Alors, c'est les mêmes valeurs que la décroissance, mais ça fait moins peur parce que c'est la projection d'une société avec un nouveau type de croissance. Et donc, souvent, on peut les attraper par la question des indicateurs. La comptabilité, par exemple, écologique, c'est sympa, ils aiment bien parce que c'est bon, c'est la décroissance, mais on peut compter, on peut mesurer, alors ça rassure. Mais on peut leur montrer les scénarios de l'ADEME, par exemple. Non, mais je pense que vous avez utilisé le bon terme, le terme accompagnement. Parce que, en fait, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Il y a des gens qui sont là où ils en sont. Votre rôle, c'est de les accompagner. Si on commence par leur dire « Ah, ce que vous faites, on est contre », parce qu'il faut que vous alliez 50 pas plus loin, faut quand même être assez ouvert d'esprit pour pouvoir aller se projeter. Hein. C'est pas si simple que ça. Il faut construire avec eux un chemin qui va leur permettre de faire cette fameuse transition. D'abord, c'est enrichissant pour tout le monde, mais pour votre activité aussi. Et puis, eux deviennent aussi, du coup, les ambassadeurs, parce qu'ils sont fiers des réalisations qu'ils ont faites. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, petit à petit, il y a aussi tout ce qui va concerner, quand on est dans des grandes entreprises, tu l'as peut-être pas dit, mais on a tout ce qui va être les salariés. Au fur et à mesure, les salariés, de toute façon, ils vont demander un certain nombre de choses. Et face à ça, une direction qui commence déjà à être un peu sensibilisée, qui commence à s'ouvrir, être à l'écoute, etc., elle va devoir agir. Là, on travaille sur un des travaux qui s'appelle Ecotaf, justement pour essayer d'accompagner les salariés dans cette action. Et ce qu'on dit aux entreprises, c'est laisser faire leur coming out environnemental à leurs salariés, vous y gagnerez. C'est gagnant-gagnant. Et vous voyez bien que dans tout ça, bien sûr qu'on n'a pas de temps, bien sûr qu'il faut accélérer. Mais passer de 0 à 100 en moins de 4 secondes, c'est peut-être pas tout à fait réaliste aujourd'hui. Et puis après tout, est-ce qu'on connaît vraiment les choses qu'il faudrait ? Si on leur parle de temps, de temporalité, de prendre son temps pour construire un programme d'action. Et si on leur dit tout de suite, tout ça, ça va pas, il faut que vous passiez directement à ça, je pense que c'est plus compliqué. Ce serait ma petite réponse. Si je peux apporter un exemple du côté artistique, si je vous présentais des choses qui disent faut faire ci, faut faire ça, je pense qu'il y a peu de gens qui liraient jusqu'au bout ou qui regarderaient jusqu'au bout. Donc finalement, pour aller totalement dans ton sens, le rôle c'est de poser des questions et chacun d'avancer pour lui-même à sa façon aussi, et donc de l'inventer ensemble, quoi. C'est là que ça a le plus de force pour chacun, quand on se l'est approprié comme ça dans sa tête, quoi. Très rapidement, enfin moi ça fait résonner cette équation un petit peu difficile dans laquelle on est, qui est que on devrait basculer, et nous sommes des êtres humains et des organisations qui ne peuvent que transitionner, évoluer avec l'inertie, avec une forme de lenteur qui est
qui est propre à l'être humain et à notre manière de fonctionner. Et donc ça, c'est une équation qui est difficile. Aujourd'hui, il faudrait, si on prend que l'empreinte carbone, faire baisser de 5% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Ça constitue une vraie bascule. Et en même temps, on est fait pour transitionner, pour évoluer peu à peu. Et donc c'est vrai que c'est parfois compliqué de réussir à trouver une solution à cette équation. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut clore là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.